Bonjour à tous, merci de votre présence. Guten Tag, Dobry den, Kalimera, Good morning. Non, pardon, vous enlevez le dernier. Je m'excuse aussi pour cette photo qui n'est pas du tout celle que j'avais envoyée à Grenoble, mais celle du moment où j'ai contribué à la signature du traité de Rome en 1957, sans doute. Je vais totalement changer mon introduction en fonction de la conférence qui vient d'avoir lieu, qui s'intitulait « Histoire d'un malentendu » par mon ami Frédéric Munier. Et je vais donc commencer plutôt par la conclusion, puisqu'il a eu la gentillesse, l'extrême gentillesse de m'accuser d'être économiste, et malheureusement il a raison. Et ma conclusion était la suivante. Elle date de 1948, elle est d'Albert Camus, dans ce formidable petit opus qui s'intitule « Lettre à un ami allemand », et que je vous cite avec le plus grand plaisir pour vous montrer qu'un économiste, ou les économistes, que je suis cependant toutefois à moitié seulement, peut en fait songer lorsqu'il envisage de parler devant une assemblée aussi importante de l'euro et de la construction européenne. Vous dites Europe, mais vous pensez terre à soldats, grenier à blé, industrie domestiquée, intelligence dirigée. Mais elle est pour nous cette terre de l'esprit où depuis 20 siècles se poursuit la plus étonnante aventure de l'esprit humain. Ce qui vient de devenir mon accroche, mon introduction, est dû à de nombreuses remarques, parfaitement justes à mon sens, que Frédéric a pu faire il y a quelques instants. Et je rebondis sur une de ces dernières phrases de sa conférence, Histoire d'un malentendu, qui était un discours qui fut horrible à écrire, mais cependant j'ai envie de lui répondre, oui, mais il fut écrit. C'est-à-dire que ma présentation aujourd'hui va consister à essayer de vous faire prendre conscience que tout ce qu'on peut dire de la construction européenne et de ce magnifique titre d'ailleurs qu'a choisi Grenoble, Désunion, et non pas éclatement, quelque chose de beaucoup plus pathos, que derrière ce magnifique titre, il y a cependant une question, et que l'on peut se demander si aujourd'hui, en plein cœur de la crise et des difficultés entre les nations européennes, la construction n'est pas en train de se renforcer, contrairement à tout ce que l'on peut penser. Il y a deux façons majeures d'envisager l'histoire. Celle de Thucydide, pour lequel le passé n'a finalement pas de valeur en soi, mais qu'il ne sert qu'à éclairer et à interpréter le présent. Et l'histoire aurait, dans cette vision-là, un sens, l'histoire avec un grand H, tandis que dans la vision qui est davantage celle d'Hérodote, le passé a une valeur en soi, non seulement au regard du présent, mais parce que l'histoire, en fait, révèle non un sens, une sorte d'avancée, mais une forme de chaos, une incompréhension possible, mais qu'elle n'en est que plus belle de cette manière-là. Peut-on comprendre la construction européenne avec un angle d'attaque qui aujourd'hui est l'angle monétaire et celui de l'euro? Sans aucun doute. Et si j'ai choisi, il y a quelques minutes seulement, d'insister sur l'histoire d'une méconnaissance, c'est justement parce qu'à mon sens, l'euro est si mal compris qu'il est même capable de susciter chez une candidate à l'élection présidentielle, au dernier moment, une compréhension tardive, éventuelle, après 20 ans d'incompréhension, de ce que peut apporter l'euro à une économie comme la France en termes de protection et en termes d'efficacité industrielle, concurrentielle, dans le monde d'aujourd'hui. J'ai noté, j'ai relevé, il y a assez peu de temps, dans des copies de dissertation, sur ce thème, ou sur un thème assez voisin, sur la construction européenne, 5 grands griefs contre l'Europe, de la part d'étudiants brillants, mais dont certains quand même évoquaient la Roumanie comme un pays européen, qui plaçait la Croatie dans les pays baltes, et qui me parlait de la dernière crise, on va dire, militaire en Europe dans la Tchécoslovaquie. Je me suis dit qu'il y a véritablement un problème sur ce qu'est l'Europe et sur la connaissance de l'Europe d'aujourd'hui. Et si je choisis le terme de méconnaissance, c'est volontairement. Malentendu, sans doute, d'un point de vue économique,
mais mal entendu au sens propre du terme. Avons-nous bien entendu ce qu'est le discours de l'horloge de Monet? Avons-nous bien entendu, de Schuman, pardon, avons-nous bien entendu cette formidable citation de Monet concernant les armes de la guerre, le charbon et l'acier, secteurs dans lesquels se forgeaient les armes de la guerre? Avons-nous bien entendu que Schuman, en 1950, donc, nous dit l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, mais par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Les termes ont leur importance. Dans la philosophie de Jean Monnet et de Schuman, il y a en fait l'idée que, désolé les gars, mais les États-nations, les politiques, manifestement sont incapables de nous promettre la paix, ni même, lorsqu'ils nous la promettent, de la rendre effective. Alors on va biaiser, on va s'y prendre autrement. On va y aller pas à pas, on va établir des réalisations concrètes avec, suite à l'échec de 1948, justement, celles qui tournent autour du domaine militaire, des domaines industriels, le charbon et l'acier, Euratom en 1957, puis finalement une union douanière à la suite d'accords de libre-échange entre ces États. En clair, mettre l'économique au service du politique. Si j'exagérais un petit peu la notion de ruse de l'histoire, dont je me suis servi ici, on va ruser un peu pour essayer d'obtenir, quoi donc? Pas le prix Nobel de la paix en 2012, à l'époque il n'y songeait pas, mais le fait est que l'Union européenne l'a obtenu en 2012, après plus de 70 ans de paix entre des nations qui avaient pourtant, malgré de nombreuses tentatives, s'étaient livrées très souvent à de nombreuses guerres. Les 5 griefs dont je viens de parler sont les suivants auxquels je vous demande de réfléchir un petit peu durant mes présentations. Le premier, Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, la Grèce, les PIGS plus généralement sont soumis à une cure d'austérité. Ma question est la suivante, mais n'y serait-il pas soumis de toute façon sans l'Union européenne du fait de la crise? Qui est le responsable de ces cures d'austérité? L'Union européenne ou la crise de 2008? La deuxième question en ce qui le concerne est la suivante. Ces pays-là, les pays qu'on appelle désormais les PIGS, souffrent-ils de l'Union européenne ou d'un problème de compétitivité structurelle qui fait que leur territoire est très peu attractif pour des capitaux aujourd'hui nécessaires, ne serait-ce que pour qu'ils puissent financer leurs dépenses publiques? Quelle est la spécialisation de la Grèce aujourd'hui, du Portugal et de l'Espagne, relativement à celle d'autres nations européennes comme l'Allemagne? Ce qui m'amène au second grief. L'euro est trop fort, dit-on. L'euro est trop fort parce qu'il est faible pour l'Allemagne, mais trop fort pour les autres nations européennes. Tout à fait juste, mais est-ce la faute de l'euro ou la faute de l'Allemagne d'être trop compétitive? Et pour l'instant, puisque j'en suis aux questions, depuis quand doit-on accuser un pays d'être compétitif hors prix et d'avoir des industries et des entreprises qui exportent, qui réussissent à innover pour séduire les consommateurs que vous êtes? Dans ce même grief, on inclut souvent l'idée que l'Union européenne, ou plus exactement la zone euro, éventuellement ceux qui pourraient l'intégrer, ne constitue pas une zone monétaire optimale, comme il a été évoqué tout à l'heure. La France constitue-t-elle une zone monétaire optimale? Le facteur travail est-il à ce point mobile? Les salaires sont-ils à ce point flexibles en France qu'ils puissent descendre, comme ils le souhaitent, en dessous du salaire minimum? Il reste une condition qu'on va voir tout à l'heure et qui justement m'amènera à la conclusion qui est sans doute une conclusion inverse de celle que vous attendez. La crise est en train de renforcer l'Europe et un budget européen, même si on n'arrive pas à le voter, se dégage peu à peu, mais d'une manière très rusée ou insidieuse ou très différente, avec de nouvelles réalisations concrètes dont beaucoup d'entre vous ignorent sans doute peut-être encore l'existence. Le troisième grief est le suivant, et ça Dieu sait que je le lis dans des copies aujourd'hui, très souvent. Oui, mais on a élargi à des pays qui sont culturellement différents. Je passe sur ce point. Nous sommes à Grenoble. Un petit peu plus à l'est, il y a l'Alsace. Un peu plus au nord, le Nord-Pas-de-Calais. À l'ouest, la Bretagne. Une nation a toujours reposé sur des cultures différentes. Mais j'insiste plutôt surtout sur les niveaux de développement différents qui sont utilisés aujourd'hui pour critiquer l'Europe et ses élargissements. Mais si on ne s'était pas élargi à ces pays, leur salaire serait-il donc si différent? La fiscalité qu'ils proposent ou imposent à leurs entreprises et aux capitaux serait-elle vraiment si différente?
Autrement dit, ne subirait-on pas la concurrence des pays d'Europe centrale et orientale de la même manière aujourd'hui, voire d'une manière tout aussi brutale, voire davantage encore? Le quatrième grief porte sur les marchés. En ce temple de la géopolitique, j'ai souvent fait remarquer, et je le faisais encore ce matin avec le directeur du festival, à propos de sémantique. On va utiliser tout à l'heure une notion qui est le franc est attaqué sur le marché. C'est très joli de dire que le franc est attaqué sur les marchés, ça évite de dire tout simplement qu'il est vendu sur les marchés. Mais évidemment, ça rend la chose beaucoup plus intéressante de dire qu'il est attaqué. Le terme de guerre économique, le terme de compétition, est un terme, ou sont des termes beaucoup plus sexy, effectivement. Parler de guerre, parler de compétition, c'est sportif, c'est masculin, c'est viril. La concurrence, c'est pas très sexy. Mais le fondement même de la construction européenne repose effectivement sur la concurrence, et là, il y a un malentendu, ou plus exactement une méconnaissance. La concurrence, c'est pas sympathique. C'est pas fait pour être sympathique. C'est une construction, non pas une construction ensemble, mais une réalisation concrète visant à faire en sorte que les pays européens, plutôt que de se livrer à des guerres, se livrent désormais à une concurrence ou acceptent une concurrence accrue entre leurs biens, leurs services, leurs facteurs de travail et effectivement leurs modèles sociaux et fiscaux. Il ne faut pas faire croire que c'est gentil. C'est effectivement dur à vivre, et c'est le principe de base dans la citation de Schuman. Créer d'abord une solidarité de fait, c'est-à-dire finalement imposer sous certaines formes à des États ou des nations de sacrifier certaines choses, certains types d'emplois, certaines industries peut-être. Ce n'est pas si facile. Le cinquième grief, je vais le garder finalement pour la fin, parce que j'ai décidé de changer totalement mon introduction. Et je vais essayer de vous montrer en quoi la fin de l'euro n'est peut-être pas pour demain, en 3 temps. D'abord, je rappellerai justement, d'où mon préambule sur l'histoire, en quoi la construction monétaire ou les projets monétaires sont longtemps restés en marge du projet européen. Ce sera mon premier temps. Dans un second temps, je verrai qu'au contraire, le projet En Marche s'est situé au cœur de la construction européenne, au point même d'ailleurs d'en être ou d'en devenir le fondement principal, à tort ou à raison, mais peut-être à raison, ce que je vais essayer de vous montrer. Ce qui m'amènera un troisième temps à me demander si l'euro, en fait, n'est pas la principale force d'une Europe faible aujourd'hui. Dans un premier temps, je rappellerai à nouveau que l'Europe ne se fera ni en un jour ni sans heure, tout se fait par discorde, comme disait Héraclite. Et les fondateurs qu'on a présentés tout à l'heure, Gasperi, Schuman, Monnet, Spaak, etc., partageaient des idées assez claires sur le fait que l'économique doit parvenir à faire ce que le politique n'a pas réussi à faire. L'économique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord accepter davantage de libre-échange entre les nations européennes. À la suite de la création de la haute autorité, dans le cadre de la CECA, les pays européens, en tout cas leurs principaux représentants, s'entendent pour aller dans le sens de ce qui, finalement, je vous le rappelle, va dans le sens des accords du GATT de 1947. L'Europe n'a pas inventé la baisse des droits de douane et des accords tarifaires, par la suite non tarifaires. Et il y a effectivement dans cette baisse des droits de douane, et plus encore par la suite dans l'union douanière, une visée bien particulière qui est la suivante, que je dois expliquer ici en très peu de temps. À partir du moment où on lève les droits de douane entre pays européens et qu'il en subsiste dans le cadre d'une union douanière un tarif extérieur commun en 1968 vis-à-vis du reste du monde, cela signifie que pour certains biens et services, pas tous bien évidemment, ça va dépendre de leur prix, les pays européens vont exercer une forme de préférence communautaire. Pour aller très simplement, des droits de douane qui sont levés sur des produits européens et qui rendent ces produits moins chers que les pays autrefois importés du reste du monde, où ils sont produits moins chers mais continuent de subir des droits de douane, font qu'il va se créer un détournement de trafic, comme le dirait un économiste qui s'appelle Wiener. C'est-à-dire que des pays européens vont désormais plutôt privilégier pour certains biens, je le répète seulement, dans certains cas, des biens produits en Europe plutôt que des biens produits dans le reste du monde.
Ce qui, évidemment, n'est pas sans conséquence, puisque pour une nation qui ne serait pas compétitive vis-à-vis de l'étranger dans la production de ce type de biens, autrement dit qu'il y a des entreprises qui ont un coût de production plus élevé, évidemment, cela va impliquer de renoncer à un certain volume de production et éventuellement un certain type d'emploi. Donc il faut le dire effectivement ouvertement, la concurrence, c'est difficile à vivre. Mais c'est du donnant-donnant. À partir du moment où on institue le libre-échange et une union douanière, si un pays le fait, un autre le fait aussi. Autrement dit, les emplois et l'activité perdue dans certaines industries, en France par exemple, du fait de l'intégration à une union douanière, peuvent être regagnés dans une autre branche qui, elle, est compétitive, où au contraire des emplois vont être créés et de l'activité générée parce qu'un autre pays européen va importer davantage de France. Ce qui vous indique tout simplement que derrière l'union douanière, il y a bien sûr quelque chose qui est compliqué à vivre pour certaines branches, mais que c'est le jeu, en fait. Et que le devoir d'un État, ou le devoir d'un gouvernement dans ce cadre, est en fait de réussir à faire que ce facteur travail soit justement mobile, non pas seulement d'un endroit à l'autre, mais d'une branche à l'autre. À faire que des entreprises mises en difficulté dans une branche on va dire, recyclent d'une certaine manière et recyclent leurs emplois, là où une nation est plus compétitive pour le faire. Mais en fait, ce raisonnement, on le connaît depuis toujours chez les économistes, c'est le raisonnement déjà tenu par des auteurs classiques, comme on les appelle, qui est que les nations seront davantage en paix dès lors qu'elles partageront un intérêt commun, cet intérêt commun reposant sur le fait que, acceptant d'échanger entre elles, elles acceptent aussi de se rendre plus dépendantes les unes des autres économiquement. Se rendre plus dépendantes économiquement signifie accepter de renoncer à des choses qu'on fait peut-être bien, mais que d'autres nations font encore mieux que nous. Avec pour contrepartie que nous ferons davantage dans ce que nous savons mieux faire, ou en tout cas le moins mal faire. Ce qui engage tout de suite la question qu'on a envisagée tout à l'heure de la compétitivité. Mais ça suppose donc qu'effectivement les pays qui forment cette union douanière aient tous, d'une certaine manière, ce que Ricardo appelait des avantages comparatifs, c'est-à-dire certaines branches et certains types d'emplois sur lesquels ils peuvent compter pour développer leur activité. La question n'est donc plus exactement celle de la construction européenne, mais celle tout simplement du libre-échange, de ce qu'il implique en termes de concurrence, et que derrière cette concurrence, il y a une dépendance accrue qui peut imposer certaines formes de sacrifice. Mais c'est le but des fondateurs européens. Faire que désormais, les nations européennes, plutôt que de sacrifier des soldats, acceptent éventuellement de sacrifier des emplois, ne serait-ce que pour une période courte, mais que cela constitue un stimulus ou un ensemble de stimuli à ce que chaque nation, en fait, fasse l'effort dans la concurrence d'être compétitive sur ce qu'elle souhaite, d'une certaine manière. In varietate concordia, unie dans la diversité, l'objectif n'est pas de converger, n'est pas de rendre les nations européennes uniformes, loin de là, mais bien au contraire de faire en sorte qu'elles divergent d'une certaine manière dans leur spécialisation pour mieux se rendre dépendantes les unes et les autres. Le problème de ceci, c'est qu'évidemment cela risque d'être biaisé par un facteur qui est un facteur monétaire. Un facteur monétaire qui a conduit dans les années 30 à ce qu'on a appelé des guerres des monnaies, c'est-à-dire des dévaluations compétitives, où chaque pays, pour faire face aux difficultés induites par la crise de 29, s'est retrouvé à essayer de dévaluer sa monnaie, et à le faire d'une certaine manière, si ce n'est que, en théorie des jeux, comme on l'appelle, si tout le monde dévalue, personne n'a dévalué. Et dans la mémoire des Européens d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a en fait, si je veux caricaturer un petit peu, trois choses. Il y a d'abord ce souvenir des dévaluations compétitives rendues inefficaces par le fait qu'elles sont partagées. Il y a ensuite ce souvenir que durant la crise, le retour au protectionnisme des années 30 n'a finalement pas véritablement arrangé les choses. Et il y a enfin l'idée que ces deux replis sur soi économiques n'ont pas causé, loin de là, mais pu participer à cette troisième conséquence que fut la Deuxième Guerre mondiale. D'où le projet initial qui est de se dire il nous faut coopérer pas à pas,
non par des constructions d'ensemble, je le répète, mais par des réalisations concrètes. Pendant longtemps, le monétaire est resté en marge du projet. Mais en fait, parce qu'on le connaît mal. Dès 1950, les pays européens, soit 7 ans avant le traité de Rome, sont déjà en train de faire coopérer leur banque centrale dans le cadre d'une Union européenne des paiements. Dès 1962, je suis obligé d'aller rapidement, la Commission européenne commence à réfléchir et à projeter une monnaie commune, éventuellement unique, mais surtout une mobilité des facteurs, du capital et du travail, au sein de la CE, future CE. En fait, jusqu'à la fin des années 60, les projets sont des projets qu'on pourrait qualifier de technocratiques. Ils ne sont qu'à moitié politiques et qu'à moitié bien connus. J'en veux pour preuve que le plan Barre, puis le plan Werner, il y en a d'autres aussi, qui commencent à faire avancer la réflexion sur ce que pourrait être une véritable union économique et monétaire, ne sont pas au cœur des débats à ce moment-là. Mais ce qui va mettre le monétaire au cœur des débats, ce sont les marchés. En 1971, le 15 août, si vous avez la curiosité de la regarder, l'intervention de Richard Nixon à la télé pendant 4 minutes 30 est exemplaire à ce propos. Les ennemis nommés dans son intervention, lorsqu'il décide de décréter l'inconvertibilité du dollar en or, sont les spéculateurs. Regardez là, ça dure 4 minutes 30, c'est pas très long, vous regardez beaucoup de choses sur YouTube. Et là, vous allez y apprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, le discours de Nixon est assez incompréhensible du point de vue économique, puisque la spéculation à ce moment-là est plutôt à la baisse sur le dollar relativement à sa conversion en or, et qu'on peut se dire aujourd'hui que c'était plutôt favorable aux industries américaines et aux emplois américains. Mais ce n'est pas grave. Les ennemis sont les spéculateurs, mais surtout à la suite de cette décision, les monnaies européennes, qui, on va dire, pendant la plus grande partie des 30 Glorieuses, ont été relativement stables, je dis bien relativement. L'étaient pourquoi ? Non pas dans le cadre d'un projet européen. La fixité d'échange, ce n'est pas l'Europe. La fixité d'échange, c'est Bretton Woods. 1944, l'Europe n'existe même pas. Mais au début des années 70, les marchés, c'est-à-dire concrètement, vous, moi, des fonds d'investissement, des spéculateurs, commencent effectivement à prendre conscience que spéculer sur des monnaies est, de leur point de vue rationnel, rendu possible par, on va dire, les principes libéraux qui prévalent sur ce type de marché, et vont faire considérablement diverger les cours des monnaies européennes. En 1971, lorsqu'en décembre 1971, les accords de Washington ne font qu'élargir un petit peu les marges de fluctuation. Les Européens vont faire mieux que ça. Ils vont créer le serpent dans le tunnel, comme on l'appelle, je simplifie un petit peu. Ils vont diviser par 2 les marges de fluctuation que les accords de Washington ont décidé d'entériner. On se retrouve donc avec des monnaies européennes qui ne doivent pas fluctuer de plus ou moins 1,125% entre elles. Je passe sur certains détails, ça fonctionne mal. Déjà à cette époque-là, le mark sort du serpent par le haut, pour simplifier un petit peu, commence à poser des problèmes de taux de change, donc de compétitivité prix entre les nations européennes pendant, on va dire, la plus grande partie des années 70, ce qui à l'époque est vécu comme un véritable problème, c'est-à-dire l'inverse d'aujourd'hui. Ces fluctuations posent problème au point que les Européens décident de créer un SME. Système monétaire européen où les marges de fluctuation vont être un peu élargies, mais où est renforcée la volonté de coopérer d'un point de vue monétaire. Pourquoi ? Parce que, je le répète, mais d'une autre manière, il n'est pas de paix commerciale possible sans paix monétaire. Il ne sert à rien de s'entendre pour échanger des biens et pour essayer de se spécialiser, si c'est pour que du jour au lendemain, la monnaie d'une des nations européennes soit dévaluée parce que son gouvernement l'a décidé, mettant en péril toute la construction. Ce système monétaire européen fonctionne mal, comme on pourrait le dire aujourd'hui tout ce qu'on dit du fonctionnement européen. Il fonctionne surtout mal au moment du traité de Maastricht. C'est-à-dire qu'on en perçoit très très vite les limites à partir de la fin des années 80 avec la réunification allemande et avec la signature du traité de Maastricht. Pourquoi ?
Parce qu'au moment de la réunification allemande, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, mais un investissement qui va forcément s'accroître en Allemagne de l'Est du fait d'un sous-investissement justement dans ce territoire, du fait de la décision d'Helmut Kohl d'octroyer des marques pour simplifier ouest-allemand aux est-allemands, ce qui augmente considérablement leur pouvoir d'achat, l'Allemagne est confrontée à un risque d'inflation. Et la Bundesbank, pour éviter ce risque d'inflation, va donc élever les taux d'intérêt. Mais comme les nations européennes sont engagées dans des échanges relativement fixes entre leurs monnaies, alors évidemment, cela va créer derrière le marque, on va dire, un appel d'air pour des monnaies qui finissent par être surévaluées au regard de quoi, au fait ? Au regard de la compétitivité, notamment de ces autres nations européennes qui n'ont pas la compétitivité allemande. Et à ce moment-là, ce que j'appelais tout à l'heure des attaques contre le franc sont tout simplement, comme on peut le lire d'ailleurs chez George Soros, une expression par ceux qu'on appelle les marchés de la rationalité. Vos banques centrales vous contraignent à avoir des monnaies surévaluées dans le cadre d'échanges fixes, nous on va les dévaluer. Nous on va les déprécier. Je fais exprès de jouer un petit peu sur les deux termes, parce que la question est, mais qui a le pouvoir de dévaluer une monnaie aujourd'hui ? Qui a le pouvoir de l'apprécier, de la déprécier ? Essentiellement les marchés. Lorsqu'en 1987, un rapport, lui aussi en marge encore, le rapport Padoa-Schioppa, s'interroge justement sur la possibilité d'aller plus loin dans le renforcement des accords monétaires, on aboutit schématiquement à la conclusion suivante. Qu'est-ce qu'une zone monétaire optimale ? Une zone monétaire optimale est une zone à l'intérieur de laquelle un choc asymétrique peut être résorbé autrement que par une variation du taux de change. Qu'est-ce qu'un choc asymétrique ? Un événement exogène qui favoriserait la croissance, l'emploi, dans une région de cette zone, mais qui défavoriserait la croissance, l'emploi, dans une autre région de cette zone. Avec également la possibilité d'ailleurs que dans la première zone, il y ait un éventuel surcroît d'inflation, tandis que dans l'autre région de cette zone, il y ait plutôt une pression déflationniste. Il y avait deux manières de raisonner à ce moment-là. Et c'est là où je vais commencer à parler de ruse de l'histoire éventuelle. La première manière de voir est de dire nous ne sommes pas une zone monétaire optimale, nous ne pouvons pas créer une monnaie unique. La deuxième manière de voir est de dire n'oublions pas le projet européen. Faire en sorte que nous vivions en paix, objectif final, par le biais de réalisations concrètes qui vont nous faire au moins dialoguer, au moins négocier, au moins dans un cadre de donnant, obtenir des avancées des partenaires. Bref, tout à l'heure, Frédéric mettait à juste titre en évidence ce que pourrait être le futur Parlement européen. Mais le fait est qu'ils seraient assis les uns aux côtés des autres. Quand bien même ils seraient très divergents sur leur volonté de perpétuer la construction européenne. Mais le but du jeu est non pas de la réaliser sans coup ni sans heurts, c'est de négocier. C'est d'essayer d'être solidaire de fait, forcé par les circonstances, non pas parce qu'on s'aime bien, mais parce qu'on y a intérêt. C'est toute la froideur de l'économie. Faire des individus des êtres intéressés et essentiellement ou seulement cela, et faire des nations finalement, des nations qui ne seraient qu'intéressées économiquement au projet. Mais si l'histoire peut ruser et nous amener à la paix, faisons-le. Ainsi, lorsque l'euro est créé, le raisonnement qui prévaut est sans doute le suivant. Faisons-le quand même. Mettons, comme le disait un vieil économiste célèbre, la charrue avant les bœufs, ce qu'il déplorait. Mais oui. Mettons la charrue avant les bœufs, pourquoi ? Créons l'euro malgré tout cela. Parce que sinon, c'est le marché, les spéculateurs, qui vont réussir à faire du cours de nos monnaies ce qui n'est pas forcément souhaitable pour chacune de nos régions, c'est-à-dire pour chacun de nos États ou chacune de nos nations. L'euro peut permettre de remplir 3 conditions d'une zone monétaire optimale, davantage avec l'euro que sans. La mobilité du facteur travail en Europe. Il est plus facile d'être mobile lorsqu'on utilise une même monnaie, donc un même langage d'échange, un même langage économique, que lorsqu'on peut s'attendre à perdre du pouvoir d'achat et du revenu réel très rapidement au gré des fluctuations de change. Deuxièmement,
l'euro, et c'est là la difficulté, va en lui-même faire pression davantage sur la flexibilité des prix et des salaires. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de méconnaissance, et où Frédéric avait raison de parler de malentendu d'un point de vue politique. C'est la même chose sur l'euro. Il y a un malentendu, il y a une méconnaissance. L'idée est la suivante, mais bien sûr que l'euro est contraignant. Évidemment qu'il est contraignant, et qu'il l'est d'autant plus pour les nations qui sont mal spécialisées, pour les nations qui souffrent d'un problème de compétitivité hors prix, qu'ils n'ont pas ou pas assez, et qui auraient besoin d'un regain de compétitivité prix, mais qu'ils ne peuvent plus avoir faute d'une dévaluation possible. Bien sûr que l'euro est contraignant, mais cela risque d'inciter, ou on peut s'en servir comme un vecteur d'incitation, premièrement, à devenir compétitif en prix en réduisant effectivement les prix des biens, et malheureusement ce qui va avec, c'est-à-dire les salaires. Les prix des biens, ce sera bien pour tous les individus que vous êtes, lorsque le samedi et le dimanche, vous êtes consommateurs. Mais évidemment, pour certains d'entre vous, peut-être 10% de chômeurs, ça risque d'être beaucoup plus difficile, parce que si vos salaires ne peuvent pas être flexibilisés à la baisse, vous risquez de vous retrouver au chômage. Mais avec l'idée que d'un autre côté, justement, le meilleur moyen de faire face à ce surcroît de concurrence et à cette flexibilité des salaires, c'est de compter sur le meilleur protecteur social qui soit à l'échelle de l'entreprise, en microéconomie, comme à l'échelle d'une nation, c'est de savoir produire ce que les autres ne savent pas produire. De produire avant eux ce qu'ils pourraient produire. D'être en avance du point de vue technologique. D'innover, ne serait-ce que par une différenciation pour que vos produits soient souhaités, désirés, quel que soit leur prix. Chimère, sans doute. Mais c'est l'incitation suprême que la concurrence vise toujours. Rendre les nations compétitives. Si en plus une monnaie peut servir à ce que les pays soient tirés vers le haut et pas vers le bas, alors on aura gagné. Voilà quelle est la philosophie. C'est-à-dire, voilà quelle est la raison qu'on essaie de donner à ce moment-là à la création de l'euro. Cette raison, elle va être appuyée par d'autres réalisations concrètes. Je fais vite. Un traité de Maastricht qui va prévoir des critères de convergence, des règles budgétaires, des règles monétaires. Un pacte de stabilité et de croissance. Désormais, un semestre européen. Bref, des contraintes budgétaires assez importantes sur chacune de ces nations pour éviter ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait déjà au XVIIIe siècle, un problème de passagers clandestins. Désormais qu'on s'est entendu pour avoir un bien commun, il ne faut pas que l'un d'entre nous puisse lui nuire et à lui seul réussir à lui nuire. Donc il nous faut des règles communes. Le pacte de stabilité et de croissance, puisque vous avez compris que j'essaie justement en ce moment où l'Europe est en désunion d'essayer de mieux vous la faire connaître dans son projet, le pacte de stabilité et de croissance est souvent considéré comme excessivement rigoriste. Excessivement rigoriste ? Une dette de 60% au départ relativement au PIB, un déficit de 3% relativement au PIB. On n'a jamais connu de déficit comme ça dans les 30 Glorieuses. Et il me semble qu'au moment de la crise, les déficits ont pu excéder 7 ou 8%, que les dettes publiques sont aujourd'hui, pour beaucoup de pays européens, supérieures à 100% ou autour de 100%. Où est la rigueur ? Où est-il ce pacte de stabilité et de croissance si rigoureux ? Je sais que je vous surprends et que vous avez envie de me répondre, ce que vous allez faire tout à l'heure, mais il est en Grèce, il est au Portugal, en Espagne. Il est dans cette cure d'austérité dont certains ont espéré qu'elle soit expansionniste, ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure, et qui justement montre que l'euro ne fonctionne pas et que l'euro est insupportable pour des nations comme celle-ci. Et éventuellement même au passage, puisque nous sommes à Grenoble, donc en région Rhône-Alpes, donc en France, l'euro est trop fort pour la France et pour des régions qui peinent du point de vue industriel. Peut-être. Peut-être seulement. Les discours actuels vont vers « il nous faudrait 2 euros ». Ou alors pourquoi pas 3 ? Ou comme je l'ai dit à mes étudiants il n'y a pas longtemps, je pense qu'il faudra 1 euro par branche.
Un euro pour les branches compétitives d'une nation, parce qu'il y en a beaucoup en France. Et puis un euro vraiment très déprécié pour les branches qui ne sont pas compétitives. Peut-être aurait-on dû, au moment de la création de l'euro, ne pas intégrer l'Allemagne. C'est-à-dire peut-être que l'Allemagne, du fait de sa puissance industrielle, appelons-la comme ça pour simplifier un petit peu, mais qui repose, parce que je vais y revenir tout à l'heure, sur un grand réseau de petites entreprises, peut-être que l'Allemagne aurait dû garder le mark pendant que tous les autres pays européens acceptaient l'euro. Mais d'une certaine manière, on aurait eu le même problème. Les Italiens auraient dit, ou les Espagnols, ah oui, mais il est quand même trop évalué pour notre compétitivité, etc. Ce qui me ramène au problème de fond. Toujours le même, la compétitivité. L'euro n'est pas gentil. La construction européenne n'est pas gentille. La concurrence et l'impossibilité d'évaluer sont effectivement des incitations fortes et potentiellement douloureuses pour être compétitif et bien spécialisé. Pour une nation, pour une région, mais aussi pour une entreprise. Le semestre européen conduit les États européens à justifier de leurs programmes de dépenses, de leur budget, devant des institutions européennes, en particulier devant la Commission. Une règle d'or est instituée, c'est-à-dire que sur le long terme, puisqu'on a parfaitement compris que la règle des 3% sur le court terme soit était considérée par certains comme trop rigoriste, soit de toute façon était largement outrepassée dès lors que les circonstances le justifient, la règle d'or nous dit sur le long terme quand même, c'est bien qu'un pays ait des finances publiques plutôt à l'équilibre, avec un très léger déficit. Et dans le cadre de ce semestre européen, effectivement, les États, donc les gouvernements, qui conservent leurs prérogatives budgétaires, sont donc soumis à une forme de contrôle. Mais pourquoi ? Pour une raison finalement assez simple. La crise, dans laquelle on voit un ensemble de justifications pour une désunion européenne, n'a fait que renforcer l'Union européenne. Un ancien professeur me disait, quand tu vas faire un peu d'économie, ne prends pas trop de risques, préviens toujours que ça va aller mal, si ça ne se produit pas, on ne t'en voudra jamais. Mais ne dis pas que ça va aller bien, si une crise survient, tu seras très en difficulté. Je prends le risque. Je prends le risque, pourquoi ? On a tout de suite vu dans la crise des PIGS, dans la Grèce en particulier, un problème pour la construction européenne, un problème insurmontable, qui, de fait, nous conduisait à leur imposer de l'austérité. Mais le problème a été résolu de quelle manière ? Par une sorte de ruse de l'histoire, par la troisième condition d'une zone monétaire optimale, par les prémices d'un fédéralisme budgétaire. Confrontée à une incapacité de continuer à se financer, la Grèce a obtenu de l'aide d'autres pays européens. Dans les années 30, la France, l'Allemagne auraient prêté à ce degré-là à la Grèce pour essayer de la sortir de situation. Le FMI aussi. La Banque centrale européenne aurait apporté son aide pour éviter que les taux grecs, justement, ne restent élevés. Je reviens sur ces taux. On pointe souvent du doigt le problème des spreads, comme on les appelle, des écarts de taux subis par les PIGS, et en particulier par la Grèce, relativement aux autres pays européens, que sont la France et l'Allemagne. Merci la Grèce, au fait. Merci la Grèce. Grâce à des pays comme ça en Europe, la France a pu bénéficier d'un taux faible parce qu'elle est un pays plus sûr pour les capitaux étrangers, plus compétitif, plus attractif. Quoi qu'on en dise, les exportations brutes de la France font de la France un des pays puissants dans le commerce international. Ce n'est pas parce qu'on a un déficit que nos industries sont en péril, loin de là. La Grèce, grâce à la BCE, et surtout grâce à de nouvelles institutions, réalisations concrètes que je vais citer toujours, tout de suite, et que je veux que vous reteniez bien, la Grèce a pu bénéficier d'aides, la Grèce a pu bénéficier de politiques de la BCE qui ont considérablement abaissé à zéro les taux d'intérêt. Certains taux d'intérêt sont même venus négatifs, une partie de la dette grecque a été annulée. Et surtout, aux grandes dames des Allemands, qui refusent depuis longtemps ou depuis toujours la création d'obligations européennes, de nouvelles institutions ont vu le jour pour donner naissance aujourd'hui, alors qu'il ne devait être que temporaire, à un mécanisme permanent qui est le mécanisme européen de stabilité.
c'est-à-dire une institution, un truc, puisqu'évidemment MES, c'est pas très très sexy, c'est pas exactement Eurobonds, un truc qui, sur la base d'un capital doté de 440 milliards d'euros de nos États, peut s'endetter en son propre nom pour reprêter aux pays européens les plus en difficulté. Et reprêter à des taux qui ne sont justement pas les taux que leur imposerait à cette Grèce, au Portugal et à l'Espagne les marchés, comme on les appelle, c'est-à-dire les investisseurs internationaux. Je reprends ma question de départ. Que seraient les taux grecs sans l'Union européenne aujourd'hui? À 20%, toujours à 20%. Quels seraient les apports de capitaux en Grèce, au Portugal, en Espagne aujourd'hui, sans l'Union européenne? Il n'y en aurait quasiment plus, on parlerait d'un shutdown, je ne sais pas comment on le dit en grec. Pourquoi? Parce que dans les détenteurs de la dette grecque, les non-résidents européens ont fui. Or, un pays comme la France aujourd'hui a encore besoin, la France, d'un tiers à peu près de détenteurs non-résidents, non-européens, j'insiste, pour que l'État puisse financer ses dépenses publiques. Cette BCE, que je vais, puisque vous aurez compris que c'est un peu mon fil rouge aujourd'hui, pour aller dans le sens un peu de l'optimisme, cette BCE qu'on accuse depuis sa création d'être indépendante, d'être trop monétariste, d'avoir une cible d'inflation trop faible, autour de 2%, et d'avoir échoué à relancer la croissance. Je reprends tous ces points. L'indépendance l'a-t-elle empêché de pratiquer, comme c'est prévu dans ses statuts, d'apporter son concours aux politiques économiques des États membres sans préjudice pour l'inflation? Non. On n'a jamais été aussi keynésien que dans cette crise. Des politiques budgétaires de relance, une politique monétaire hyper expansive comme on n'en a jamais vu. Malgré l'indépendance. Monétariste, dit-on. En partie juste. Mais la vraie question est, ne sommes-nous pas nous-mêmes monétaristes? Qui est adverse à l'inflation? Vous? Moi? Dès que l'inflation dépasse 2, 3, 4%, on n'en veut plus. Nous ne sommes plus keynésiens de ce point de vue-là. La Banque centrale européenne, de mon point de vue, ne fait que faire ce qu'on lui demande maintenant. Alors peut-être des keynésiens peuvent-ils se plaindre d'un niveau d'inflation ou d'une cible d'inflation trop faible. Peut-être faudrait-il 3, 4. Mais si n'importe quel salarié, les salariés que nous sommes, demandent dès que l'inflation est de 2, 3, 4%, des augmentations de salaire de 2, 3, 4%, le coût du travail ne s'en ressent absolument pas. L'inflation augmentera sans forcément générer un surcroît d'investissement, puisqu'il ne faut jamais oublier que si l'inflation était utile, c'est parce qu'elle était supposée provoquer une sorte d'illusion monétaire et d'euthanasier d'une certaine manière un peu l'épargne des rentiers. Mais les rentiers, ce ne sont plus les rentiers du 19e siècle, c'est vous, c'est moi. On a tous des obligations d'État. On est les premiers à pleurnicher dès lors que le taux réel va nous faire perdre de l'argent. Et que ce taux réel va donc être négatif du fait de l'inflation. La Banque centrale n'est monétariste que parce que, d'une certaine manière, nous ne sommes pas monétaristes, mais nous-mêmes très adverses à l'inflation. Enfin, la Banque centrale aurait échoué. Je vais aller très vite sur ce point. Échoué à quoi? À relancer l'investissement, la croissance. L'euro nous aurait donc empêché de pratiquer une politique monétaire plus expansive? Je répondrai de la manière suivante. Qui fait la croissance? Qui fait l'emploi des entreprises? La consommation, l'investissement. Ce qu'on vient d'observer depuis quelques années, c'est une énorme trappe à liquidités. C'est-à-dire que toutes les liquidités qui ont été distribuées par la BCE, elles l'ont été. Mais le fait est qu'une grande partie d'entre elles a été utilisée par des banques pour placer dans des titres publics et pas forcément pour soutenir l'investissement et la croissance. Mais je repose la question. Les banques de second rang, les banques commerciales, ce sont elles qui investissent? Sont elles qui consomment? Non. Elles ne peuvent que prêter à ceux qui leur demandent des prêts. Vous, moi, des entreprises qui investissent. La BCE n'est pas plus responsable de la faible résilience ou du faible regain de croissance et d'emploi que nous. C'est surtout nous, collectivement, avec le pessimisme ambiant, avec des entreprises qui, de toute évidence, ne trouvent pas suffisamment de raisons d'investir ou d'innover aujourd'hui, qui peut-être font que la croissance est si lente et que le retour à l'emploi est si faible. Pas la BCE. La BCE a évité quelque chose de fondamental. La déflation.
On nous annonçait une crise de 2009 identique à celle de 29. La crise de 29, comme la Grande Dépression du 19e siècle, fut déflationniste de 20 à 40% sur l'ensemble des biens. Cette crise n'a pas été déflationniste. Cette crise n'a pas été déflationniste, même si elle a mis en difficulté, évidemment, davantage certains pays que d'autres, ce qui ne doit pas nous surprendre, les pays dont la compétitivité, hors prix notamment, dont la frontière technologique, dont les innovations ne sont pas au niveau des autres. L'euro force d'une monnaie faible. Il n'y a donc pas de budget européen, ou très peu, à peine plus d'1%, et c'est tout à fait vrai. Mais dans ce cas-là, la proposition est la suivante, ce dont manque l'Europe, c'est donc d'Europe. Ce dont manque l'euro, c'est d'Europe. C'est d'États-nations qui sont prêts à être solidaires de fait, en réalisant concrètement des transferts budgétaires vers des institutions européennes qui auraient des projets. Le problème, c'est le manque de projets, peut-être. Pourtant, il y en a, ou pourtant, il y a de nouvelles réalisations concrètes. Désormais, une union bancaire, un mécanisme de supervision unique pour nos banques, un mécanisme de résolution qui va donner la capacité à une banque centrale, éventuellement d'obliger une banque à cesser ses activités ou une partie de ses activités, d'être revendue à une autre banque de second rang parce que la première connaîtrait trop de difficultés pour le système bancaire dans son ensemble. En plein cœur de la crise, le MRU, le MSU, le MES, des trucs. Des acronymes qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal ont vu le jour. Des aides d'État à État sont apparues. En échange de quoi, effectivement, des pays, et je conclurai là-dessus, des pays qui auraient sans doute connu exactement les mêmes difficultés en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes d'incapacité à financer des dépenses publiques, auraient connu de toute façon. L'Europe ici, ou ce dont manque l'Europe, c'est de la solidarité, non pas seulement de fait, mais d'une vraie solidarité. Il y a deux façons d'être solidaire. Il y a pour reprendre un sociologue connu, Durkheim, une solidarité mécanique, consciente. Où effectivement, là, comme ça a pu être le cas dans des tribus ou éventuellement dans un État-nation, on sait ce que c'est que le sacrifice. On sait ce que c'est que d'être solidaire. Et puis il y a l'autre solidarité, la solidarité qui est inconsciente, plutôt organique et qui d'ailleurs peut être tout aussi bonne, mais qui du fait du manque de conscience de ce que peut être un sacrifice, de ce qu'engagent des réalisations concrètes pour des États-nations aujourd'hui, font qu'on manque sans doute d'Europe. Frédéric Munier l'a parfaitement démontré tout à l'heure. Et cependant, je finirai sur une vision d'abord optimiste pour la finir de manière beaucoup plus pessimiste. Optimiste. L'Europe est en train de se construire ou de se reconstruire en pleine période de crise. Le problème de l'Europe, si j'osais, c'est qu'elle est trop gentille. Le problème de l'Europe, c'est qu'en face de l'Europe, il y a des États-nations qui, eux, sont très puissants et qui, justement, recherchent la puissance. Alors que l'Europe, manifestement, ne recherche pas cette puissance. Imaginez-vous un Européen dire « L'euro, c'est notre monnaie, mais votre problème. » Non. On n'a pas ce ton-là. La vision la plus pessimiste est la suivante. Je suis très inquiet sur la construction européenne et sur une désunion. Je suis très inquiet, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que une nostalgie de la guerre est toujours possible pour ceux qui ne l'ont jamais connue. Une nostalgie de la guerre est toujours possible pour ceux qui ne l'ont jamais connue. Par chance, cette guerre, elle ne peut n'être qu'économique. On la connaît déjà, on l'a déjà vécue. Des dévaluations compétitives, une guerre des monnaies, un retour au protectionnisme, un retour à des monnaies nationales qu'on pourrait éventuellement utiliser comme bon nous semble pour financer des dépenses publiques. Mais on a déjà fait ça. On est déjà passé par là. Si on a évolué différemment, c'est bien parce qu'on a estimé que les leçons de l'histoire nous apprenaient qu'il valait mieux évoluer dans un autre sens. Que ce ne soit pas forcément si chaotique dans l'histoire avec un grand H, mais que pour cela, il fallait des institutions avec des projets, des institutions avec des règles, qu'on s'impose à nos propres interactions,
Et à l'échelle de l'Europe, le danger est le suivant, c'est que si on retourne à une guerre économique, tout comme d'ailleurs à une échelle internationale, alors évidemment que derrière une guerre économique peut toujours se profiler le pire. C'est-à-dire le retour au nationalisme. Je finirai de la même manière que Frédéric tout à l'heure. Je me pose beaucoup de questions sur une Europe des régions. Beaucoup de questions sur une Europe des régions parce qu'effectivement, même les régions peuvent se dire « mais attendez, on est solidaire avec d'autres régions au sein de la même nation, elles sont pauvres, nous sommes riches, l'entre-soi, c'est mieux ». On n'a pas de solidarité à avoir une autre région qui n'a pas toujours eu la même langue que nous, la même monnaie que la nôtre, qui n'est pas compétitive. C'est le Club Med, alors que chez nous, on travaille comme il faut. Ça marche aussi à l'échelle des régions. Mais je peux même aller plus loin, ça marche à l'échelle des gens. Une nation, c'est aussi être solidaire envers ceux qui en ont le plus besoin. Qu'ont fait les PIB par habitant des pays d'Europe centrale et orientale qui ont intégré en 2004 ? Un PIB par habitant multiplié en moyenne pour eux par 3,5 depuis 2004. Pour certains, multiplié par 6. Pour le pays le plus riche d'entre eux, la Slovénie, multiplié par 2. Si je raisonnais comme un économiste purement utilitaire, je dirais ce sont de futurs marchés. Je n'ai pas envie de raisonner comme un économiste. Ce sont des nations avec lesquelles on partage une histoire très conflictuelle, mais justement une histoire, et surtout avec lesquelles on partage des auteurs, comme celui par lequel j'ai introduit cette conférence. Merci. C'est l'heure du déjeuner, donc normalement j'ai peu de questions. Non, il n'y a pas de questions, il n'y a pas souvent des questions à cette heure-là. Si, mais parce que ça fait qu'ils vont poser des questions, donc on va leur dire quand même. Bah dites-leur. Le micro, il marche pas. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une ou deux questions avant d'aller manger? Vous avez la chance d'avoir un prof de prépa, vous êtes tous en prépa. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser. Non, vous avez faim? Ah, là. Bonjour. Ça va, on m'entend? S'il vous plaît, ceux qui quittent la salle, vous faites pas de bruit. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il n'aurait pas valu, à un certain moment, mieux pour la Grèce, sortir de l'euro et éviter le surendettement répétitif? Bonjour, merci de cette question. Je la répète pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt pour la Grèce à sortir de l'euro? Ma réponse va être tout à fait ambivalente. Si, mais sans doute pas. Si, parce que, à mon sens, la sortie de l'euro consisterait à retourner à une monnaie nationale. C'est ce qu'on entend derrière cela. Donc retourner au drachme, qu'est-ce que ça donnerait comme surcroît de croissance, d'emploi et de compétitivité à la Grèce? Ce que je pense, c'est la chose suivante. Le drachme serait soudainement bien plus faible relativement à l'euro, ce qui donnerait de la compétitivité prix aux industries ou au tourisme grec. Sauf que, quelle est la spécialisation de la Grèce? La Grèce exporte essentiellement des biens dont, en économie, on dit qu'ils ont une élasticité de la demande au prix faible. Ce qui signifie que la baisse du prix risquerait d'affecter encore davantage ses recettes d'exportation qu'elle ne pourrait compter sur un surcroît d'exportation en volume. Si je vous demandais, monsieur, mais qu'exporte la Grèce? Vous admettrez vous-même que vous aurez beaucoup de difficultés à me trouver un grand nombre d'industries proches de ce qu'on appelle la frontière technologique en Grèce. Par conséquent, ma réponse, un peu de normand que je ne suis pas, c'est si, on peut penser que ça pourrait avoir un impact. Sauf qu'à mon sens, on n'en aurait pas parce que, outre ce problème d'élasticité de la demande au prix, il y aura un autre problème. C'est qu'en retournant au drachme, la Grèce éprouverait encore plus de difficultés à financer ses dépenses publiques, donc connaîtrait exactement la même cure d'austérité. Parce qu'elle serait obligée d'attirer des capitaux pour financer son train de vie, entre guillemets,
à des taux d'intérêt encore plus élevés, donc une charge de cette dette qui serait encore plus élevée, sauf évidemment à ce qu'une décision essentielle soit prise, c'est, comme dans le cadre des réparations allemandes, faire une croix sur la dette grecque. D'où en fait la vraie question est celle-ci. Ne me semble pas être est-ce qu'elle doit sortir de l'euro, c'est est-ce qu'il faut annuler sa dette. Mais la réponse est là. Grâce aux Européens, on a annulé les 3/4. Donc de toute façon, on a fait ce que la Grèce aurait sans doute fait, mais en échange quand même de certaines contraintes. Tu veux profiter de taux d'intérêt faibles et des aides que le MES t'apporte, il faut que les salariés ne soient pas payés 14 mois en Grèce, mais 12, que les exemptions fiscales dont bénéficiaient certains avec des formes de connivence avec les pouvoirs publics disparaissent, évidemment dans la douleur, avec une baisse du SMIC de 22%, etc. Donc, je répète, le problème grec est le problème de la crise et de sa spécialisation, selon moi. Et de sa dette, bien sûr, mais qu'on résout d'une certaine manière. Une dernière ? Ou avant-dernière, ou antépénultième. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez fait une présentation relativement optimiste, en tout cas des perspectives de l'Europe. Alors on pourrait apporter beaucoup de nuances sur les manquements de politique industrielle européenne, par exemple, de la faiblesse face typiquement aux attaques un peu américaines. Je pense à l'extraterritorialisation de l'administration américaine qui affaiblit les grands groupes européens. Mais puisque la thématique est sur la monnaie, je vais peut-être rester plutôt sur l'euro. Qu'est-ce que vous pensez justement des perspectives de votre optimisme quand vous voyez typiquement les faits actuels, très récents, les noms de Angela Merkel, ou les nine, je dirais, à Emmanuel Macron sur son projet de bouclier social qui fait partie, j'imagine, des mesures pour résorber les chocs asymétriques dont vous parliez. Je crois que très récemment, Schulz, le chancelier autrichien, a également s'est rejoint à la présidente de la CDU pour dire également non. Donc il y a quand même des grosses difficultés à venir pour aller justement dans ce plus d'Europe que vous souhaitez. Alors, vous ne savez pas si je souhaite plus d'Europe. Mon propos était je l'espère, de mieux vous faire connaître les raisons qui ont conduit à ce que l'Europe paraisse effectivement aujourd'hui essentiellement monétaire, commerciale, et avec cependant une schizophrénie, puisque j'ai l'impression que tantôt on l'accuse d'être trop technocratique, mais qu'en même temps on l'accuse d'ingérence. J'ai l'impression qu'on l'accuse de ne pas pratiquer suffisamment de politique industrielle, mais qu'elle a envie de nous répondre, mais on ne m'a jamais chargé de ça, d'une certaine manière. Vous avez commencé par l'industrie, donc pour n'éluder aucun point de votre question. Aujourd'hui, l'émotion nous conduit à parler de l'affaire Alstom-Siemens. Savez-vous combien de fusions-acquisitions sont refusées par la Commission européenne sur l'ensemble des fusions-acquisitions qui sont réalisées dans notre région, dans notre zone? Moins de 1%. Moins de 1% des fusions-acquisitions souhaitées sont refusées. Et sur ces 1%, arrondissant, 90% de ces fusions sont autorisées sans condition. 10% d'entre elles sont autorisées avec des conditions de cession d'activité, pour faire simple. On peut accuser la Commission de beaucoup de choses, mais pas de ce pourquoi elle existe. Promouvoir la concurrence. La concurrence étant ici, je ne dis pas qu'elle a raison, la concurrence étant ici perçue comme le meilleur vecteur possible d'innovation. Je vais prendre deux exemples. Si je vous demandais de me citer deux pays qui historiquement sont très compétitifs structurellement depuis maintenant 30 ans, vous me citeriez sans doute le Japon et l'Allemagne. Or, ces deux pays, on qualifie parfois de capitalisme rénant, se sont fondés, ce qui n'empêche pas l'existence de champions nationaux, comme on se plaît à les appeler aujourd'hui, il faudra qu'on explique ce que c'est,
ce qui n'empêche absolument pas leur existence, mais se sont fondés sur la concurrence, c'est-à-dire sur le soutien de branches, mais avec à l'intérieur de ces branches une concurrence qui était perçue comme le meilleur moyen justement de faire émerger qui allait être les champions. Alstom et Siemens sont de vieilles entreprises, de bonnes, grandes vieilles entreprises, dont manifestement la Commission, à tort ou à raison, je ne suis pas spécialiste, a estimé qu'il risquait d'y avoir des abus de position dominante et surtout éventuellement, quelqu'un qui travaille à l'autorité de la concurrence vous le dirait de cette manière-là, éventuellement des barrières à l'entrée pour de petites et moyennes entreprises et une incapacité pour elles de réussir à grandir autant. Une des caractéristiques du CAC 40, c'est sa stabilité. Ce sont toujours les mêmes entreprises. Une des caractéristiques du Dow Jones, c'est qu'il change beaucoup. Au Japon, si je vous demandais de me citer une industrie particulièrement dynamique depuis maintenant une cinquantaine d'années, vous allez peut-être me citer les motos. Vous pourriez me citer aussi 5, 6, 7 grands constructeurs de motos au Japon. Pas un seul, pas un champion national. Si vous me citez l'automobile, vous serez confronté au même résultat. Vous aurez des concurrents qui sont très efficaces et qui s'exportent beaucoup, justement parce qu'on n'en a pas fait, entre guillemets, des champions nationaux, mais parce qu'ils le sont devenus par la concurrence. Est-ce que cette décision était bonne ou mauvaise? Honnêtement, je ne peux le savoir pour ne pas pouvoir étudier en fait quelles étaient les données. Mais j'aime à penser que ça fait partie des 1% des fusions qu'ils refusent, et que s'ils l'ont refusé, c'est sans doute parce qu'ils ont perçu que le marché allait sans doute devenir trop sclérosé en reposant sur ces deux dernières entreprises. Cependant, pour ne rien éluder de votre question, effectivement, en face de l'Europe, on a des nations qui ne raisonnent pas de cette manière-là. Et donc des industries qui sont soutenues par des États. 40 à 70%. C'est vous dire si l'incertitude est grande, de l'industrie chinoise est détenue par des capitaux publics. Et dans ce cas, je vous renvoie à la question, est-ce que c'est ce que vous voulez? Peut-être. Et dans ce cas-là, c'est effectivement une autre Europe qu'il nous faut. La politique, je termine en une phrase, j'aime bien cette question. La politique de la concurrence n'a pas vocation à se substituer à la politique industrielle. Des États peuvent essayer de s'entendre pour des politiques industrielles. S'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est leur faute à eux. À la fin de votre question, il y a trop importants désaccords entre l'Autriche, l'Allemagne, la France, etc. Je vous dirais oui, bien sûr. L'Europe ne s'est faite ni en un jour, ni sans heure, par du donnant-donnant, des concessions, de la négociation. Donc, derrière toute difficulté, où là, le danger est aussi ce qui sauve, derrière toute difficulté, il y a potentiellement une solution d'entente. D'autres questions? Dankeschön, grazie mille, dziękuję.